C'était assez autoritaire, assez strict. Il fallait réussir. J'étais bien dans le job parce que moi, j'adore les gens. Et donc, j'avais ce plaisir à servir les gens tous les jours. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai quitté le Luxembourg, parce que j'ai fait 2 burn-out par manque de reconnaissance. Et donc, c'est pour ça que ça a duré 10 ans, en fait, avant que je fasse le pas. Ouais. Mais je ne l'ai pas vraiment fait, en fait. C'est mon corps qui l'a fait. J'étais quand même en maladie pendant 6 mois. Ouais. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Media Donuts et j'ai le plaisir de recevoir Karine Dieudonné qui est consultante en gestion de patrimoine. Comme vous le savez, vous connaissez maintenant le principe de l'émission, on parle d'abord de la personne puis après de l'activité et là pour le coup c'est très intéressant puisqu'il y a beaucoup d'a priori au sujet de la gestion de patrimoine. On imagine que c'est réservé à l'élite, on a très souvent des idées préconçues sur les notions d'accès, sur les notions de véhicules financiers, etc. Donc on va pouvoir explorer tout ça, bien évidemment, avec notre spécialiste du jour, Karine. Comment ça va? Ça va super bien. Tu vas bien? Est-ce que tu peux d'abord, évidemment, nous dire tout simplement qui est Karine? Karine, elle est maman de 2 enfants. Oui. Une fille de 14 ans et un garçon de 10 ans. Okay. Elle est belge d'origine et elle est arrivée dans les Pyrénées-Orientales il y a 5 ans à peu près. Ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de Belges dans les Pyrénées-Orientales. Non. Donc on les salue parce qu'on les adore. Donc, d'ailleurs, tu en connais parce que... Oui, j'en connais quelques-uns. Mon conseiller bancaire. Conseiller bancaire. Mais du coup, il y a du lien, quoi. Oui, c'est ça. Il y a du lien. Bien, t'es arrivé il y a 5 ans. Et qu'est-ce que tu as fait auparavant en Belgique, du coup? En Belgique, j'ai jamais travaillé en Belgique, c'est assez drôle. D'accord. J'ai travaillé au Luxembourg après mes études de droit. J'étais fiscaliste international pour les gros fonds d'investissement. D'accord. Et puis j'ai eu une perte de sens qui a un peu été concomitante à mon déménagement ici. Et donc dans les PO, j'ai eu une activité de thérapeute en nutrition, énergétique, etc. etc. Et puis j'ai voulu revenir à la finance, qui est finalement mon ADN, mais avec un côté plus humain. Et c'est pour ça que j'ai choisi le conseil en gestion de patrimoine. Ouais, ça a du lien. Et du coup, en Belgique, où est-ce que tu es né? Dans quelle famille tu as grandi? Quel était ton environnement, tu vois, sur l'enfance, par exemple? Alors moi, j'ai toujours habité à la campagne. Mes parents étaient enseignants tous les deux. Ma mère était prof de langue et mon père prof de PS. Ah oui, donc parents profs, quoi. Voilà, parents profs, parents toujours à la maison. Moi, je rêvais d'avoir une babysitter, tu vois, ça n'a jamais été le cas. C'est marrant, ça, parce que tu sais que souvent, on qualifie la population de profs, en plus, notamment dans ton domaine, parce qu'on sait que les profs sont quand même assez rigoureux sur plein de sujets, etc. Avec le recul que tu as aujourd'hui, comment tu observes ton enfance avec des parents profs? C'était assez autoritaire, assez strict. Il fallait réussir. La réussite, c'était super important. Ok. Être dans l'élite, justement, pas être dans la moyenne. Être dans la moyenne, c'est dangereux parce qu'on était comme tout le monde. Donc, il fallait montrer qu'on était capable de faire plus. Ok. Donc, c'était un peu la culture du toujours plus. Ouais, donc la performance, quoi. Ouais, exactement. D'accord. Ça t'a mis une forme de pression ou ça t'a plutôt tiré vers le haut, cet environnement-là? Les deux. Ouais. Oui, c'était une pression, mais je dirais une bonne pression, quand même, qui m'a amené à me dépasser, en fait. Ok. Et comment t'étais? Élève modèle, petite fille modèle ou un peu turbulente, non? Comment tu te décrirais aujourd'hui? Non, toutes les primaires, petite fille modèle et élève modèle, première de classe ou deuxième de classe. Adolescente un peu plus turbulente. Ah oui? Qu'est-ce qui s'est passé à l'adolescence? Une volonté d'émancipation, et puis une plus grande école, plus l'école de village, mais en Belgique on appelle ça un collège. Donc, c'est de la 6e à la terminale, mais c'est un collège. Et oui, découverte d'autres horizons. Et donc, Est-ce qu'il y a eu un changement d'environnement et du coup ça fait changer de comportement, entre guillemets? Non, c'était vraiment une aspiration à la liberté, en fait. Okay. Je pense que ça a été le début de mon chemin vers l'entrepreneuriat, c'était de déjà être maître de ma vie, en fait. Ok. Donc le collège, comment ça se passe, le collège? Bon, ça se passe bien aussi. Option latin-grec. Latin-grec. Très classique. Ça tient aujourd'hui ou pas? Ouais, ça développe le raisonnement, le langage, ça développe plein de choses, ouais. Oui, c'est prof de langue latin-grec? Ma maman, non. Non, néerlandais, anglais. Ah oui, d'accord. Ok, bah du coup, t'es totalement bilingue ou... Anglais, oui. Ouais.
Mais j'ai vécu aussi 5 ans en Angleterre. Ok, d'accord. Donc tu fais tout ton collège jusqu'en terminale sans accro particulier? Non, aucun. Plutôt classique? Classique, mais sans non plus appétence particulière pour une branche. Ok. Donc au moment de choisir des études universitaires ou juste post-bac, un peu compliqué à ce moment-là. Tu sais que c'est un sujet qui revient souvent, ça, parce qu'aujourd'hui, il y a des jeunes, des fois, qui nous regardent, qui ne savent pas quoi faire. Et moi, je l'ai connu aussi. On arrive à une période où on a l'impression qu'on va basculer dans le monde des adultes, là, mais on ne sait pas exactement quelle est notre voie, comment on pourrait choisir ce qu'on a envie de faire, etc. T'aurais, toi, un conseil ou quelque chose qu'est-ce que tu dirais, toi, à quelqu'un qui nous regarde et qui est justement sur ce seuil-là et qui voudrait trouver sa voie? Je donnerai simplement l'exemple de ma fille, qui a qu'une hâte, c'est terminer ses études, pour se frotter au monde du travail et ensuite décider ce qu'elle veut faire comme études post-bac, justement. À partir de cette expérience, exactement, pour justement prendre une décision en pleine connaissance de cause. Ouais, donc toi, tu encourages presque à faire un peu, c'est un peu à l'envers par rapport à ce qu'on nous préconise d'habitude, c'est-à-dire aller tester un peu, voir, comparer, et puis après s'orienter. Oui, exactement. Je pense que vous appelez ça parfois des années de césure, non? Ouais, alors il y a un système aussi d'apprentissage, tu sais, où ils commencent à mettre, mais ils sont quand même obligés de choisir une voie, en général, mais effectivement, il y a plein de façons de faire. On peut prendre un an pour aller à l'étranger, notamment. Exactement. Se comparer avec les cultures, etc. C'est intéressant, et puis toi, t'en as l'expérience, donc pour le coup. Donc collège, donc j'imagine, tu obtiens ton diplôme, pas de sujet. Pas de sujet. Élève brillante, mention ou Oui. Ah bah voilà, mention très bien. Je sais plus exactement, c'est loin quand même. Papa et maman fiers, j'imagine. Oui. Donc ça, c'est cool. Et du coup, tu pars dans quelle direction alors? Le droit. Ok, université? Oui. Bac? Mais compliqué parce que je m'y sens pas bien en fait. D'accord. Donc je veux décrocher. C'est quoi qui te plaît pas? C'est la filière ou c'est l'environnement ou c'est le cursus? C'est un peu tout. Je me sentais pas à ma place à ce moment-là. Ok. Tu travailles à côté peut-être ou... Non, non. Non? Non, j'avais pas besoin. Non, mais non, c'était pas juste. Je sais pas, ça me plaisait pas à ce moment-là. T'as choisi quoi du coup? Parce que c'est pas facile quand on est dans cette... Du coup, c'est à ce moment-là que je suis partie en Angleterre. J'ai répondu à une petite annonce dans le journal. Ok. J'ai sauté dans l'Eurostar et j'étais passée en entretien d'embauche pour être serveuse dans un club de golf. Avec complexe hôtelier, restauration, piscine, centre de bien-être, etc. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête pour dire, tiens, je vais prendre les petites annonces, je vais sauter dans le train pour partir en direction de l'Angleterre et faire un job. Juste le ras-le-bol et je pense toujours ce besoin de liberté et peut-être aussi d'entrer dans le monde du travail, en fait. Ok. Donc cette expérience, elle est comment? Elle est géniale parce que donc je suis embauchée de suite. Ils me disent mais restez, en fait non parce que je dois quand même aller chercher des affaires. Ah oui, ils te demandent de rester parce que ça se passe bien en fait. Oui. Okay. Et je dois rendre mon appart, j'ai plein de choses à faire donc je rentre et puis je me dis on verra. Je pars pour 3 mois et on verra comment ça se passe. Et puis je suis restée 5 ans. Ah oui, oui donc c'est les fameux 3 mois qui se sont changés en 5 ans. Okay. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il a fallu pour que tu restes 5 ans? C'est parce que tu étais bien dans le job ou J'étais bien dans le job parce que moi j'adore les gens et donc j'avais ce plaisir à servir les gens tous les jours. Et puis c'était forcément anglo-saxon, donc de la méritocratie. Et dès que tu bosses bien, on te fait monter les échelons. Et donc très vite j'ai eu plus de responsabilités. Quand je suis partie, j'étais manager de restaurant quoi. Ah oui, donc tu avais... Avec un staff de 10 personnes. Donc, Ok, et t'as quel âge à ce moment-là? À ce moment-là, j'ai 2003, 25 ans. 25 ans, ouais, ça fait déjà une belle expérience, management, etc. Alors, on a observé au travers de plusieurs interviews, comme tu le sais ici, souvent on fait une comparaison avec le monde anglo-saxon, et comme tu as fait latin-grec, je vais utiliser une forme comme ça, et le monde latin. Parce que là, pour le coup, en France, c'est très latin. Hein. C'est quoi les différences? Parce que tu nous parles de méritocratie, etc. Pourquoi toi, tu t'es plus peut-être reconnu dans cette culture anglo-saxonne que la culture latine, j'ai envie de dire? C'est quoi les différences que tu as constatées? J'ai trouvé que là-bas, on te donnait ta chance directement, vu que moi, j'ai travaillé dans un restaurant, alors qu'avant, j'avais 0 expérience, j'avais jamais rien fait, quoi. Ils ont juste
aimé, je pense, ma personnalité, la volonté que j'avais de travailler. Et voilà. Et en fait, c'est toujours au jour le jour, tu as l'occasion de prouver ce que tu vaux. Et on va pas forcément regarder tes diplômes, etc. Donc, tu avais un sentiment de reconnaissance en fonction de l'engagement ou de la contribution que tu donnais, c'est ça? Et tu trouves qu'on l'a pas, ça, en France? En tout cas, moi, je l'ai pas eu au Luxembourg, si on fait un petit saut après. Où justement, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai quitté le Luxembourg, parce que j'ai fait 2 burn-out par manque de reconnaissance, en fait, de mon investissement dans le travail. Fait essorer, sans reconnaissance, sans, comment dire, sans valeur reconnue. Et puis, exactement. Ok. Ça va être intéressant de me parler parce que ça concerne énormément de monde. Comme tu disais, tu as aidé les gens au travers de la thérapie, etc. Donc, on pourra l'évoquer parce que là, je pense que beaucoup de monde sont concernés, en tout cas, par le sujet. Cool. Donc, qu'est-ce qui se passe après ces 5 ans? Je réfléchis et je me dis que je me vois pas mère de famille dans un environnement où les horaires sont quand même assez décalés. Où on travaille quand tous les autres ne travaillent pas, même s'il y a beaucoup de gens qui le font, hein, et j'admire beaucoup tous les gens ici dans les PO qui ont les clubs de plage, les restos, etc. C'est dur comme domaine. Exactement. Et je me voyais pas faire ça toute ma vie, en fait. Et donc, je me suis dit, je reprends mes études. T'es maman déjà? Non, pas à ce moment-là. Donc, t'es déjà dans l'anticipation quand même. Oui, en fait, je me projetais à 40 ans, tu vois, je me dis... Et je me dis, si je dois avoir un métier qui soit plus un métier de bureau, plus sédentaire, je dois prendre la décision maintenant de faire les études pour pouvoir me donner la chance d'y arriver. Après, c'est un peu... donc ça peut être trop dans un plan, quoi. C'est une révision, Et donc, je rentre en Belgique, je sais toujours pas quoi faire. Mais je me dis pourquoi pas valoriser cette année que j'ai quand même faite et reprendre un cursus de droit, en fait. Et c'est ce que j'ai fait. Et là, avec une toute autre maturité, évidemment, puisque j'avais cette expérience professionnelle derrière moi. J'avais déjà de l'argent aussi. Et donc là, j'ai travaillé le week-end pour garder toujours ce pied dans le monde du travail et plus à côté les études. Comment tu l'as vécu, ça, de composer avec les cours d'un côté, le boulot de l'autre? Ça allait parce que j'ai toujours eu des facilités d'apprentissage, donc en fait, les cours ne me demandaient pas beaucoup d'énergie. Non, voilà. Et le week-end, je bossais dans un resto, donc j'avais toujours cette dynamique de servir les gens, d'être dans une atmosphère un peu festive, tu vois, donc c'était parfait. Du coup, ça dure combien de temps? Parce que c'est le temps du diplôme, j'imagine? 4 ans. 4 ans, ouais. Parce que j'avais déjà une année, donc 4 ans de plus. 4 ans, il faut s'accrocher quand même, parce que c'est long, entre guillemets, 4 ans d'études à ce rythme-là. Donc, Oui, mais après, j'étais quand même chez ma maman, donc j'avais pas trop d'autres contraintes. C'était un travail un peu pour le plaisir, pour mon argent de poche. C'était pas un travail obligatoire pour payer mon logement ou mes études, quoi. Donc, tu avais un environnement sécurisant et assez confortable pour pouvoir absorber tout ça. Donc ça, c'est cool. Et qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a un diplôme? On a fait déjà des petits stages pendant l'été, donc on a été recrutés avant la fin de ses études. Ça se fait souvent, ça, d'ailleurs. Et par le Luxembourg, justement. Et donc, grande banque? Non, cabinet d'audit. Cabinet d'audit. C'est pas pareil, hein? Non. C'est pas pareil. C'est peut-être même plus oppressant. Exactement. Donc, du coup, tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est un cabinet d'audit? Quelles étaient tes fonctions et comment tu as évolué à l'intérieur? Alors, dans un cabinet d'audit, tu as plusieurs départements. Tu as un département audit, tu as un département RH, tu as un département consultance. Moi, j'étais dans la fiscalité et plus particulièrement internationale et pour les fonds d'investissement. Donc, j'avais des clients américains, j'avais des clients asiatiques qui faisaient des acquisitions en Europe. Et on les aidait à structurer ça fiscalement pour que ça soit optimal. Oui, donc l'idée, c'est pas qu'ils passent à la caisse et qu'ils prennent plein pot, donc on va optimiser tout ce qu'on peut optimiser. Dans le cadre légal, bien évidemment. Oui, voilà, évidemment. On ne mord pas la ligne. Et tu fais ça pendant combien de temps? Presque 10 ans. Ah oui, donc gros parcours fiscalité internationale, quoi. Et alors, on parlait d'évoluer. Est-ce que tu évolues rapidement, pas assez, pas du tout? Oui, j'évolue assez rapidement. Et puis à un certain moment, on me demande d'être politique, en fait, d'aller rencontrer les gens qui sont les dirigeants de la boîte et un peu de me faire valoir. Et moi, c'était pas ma philosophie. Moi, j'étais là pour servir des clients et ça m'a desservi, en fait.
Ils t'ont mis un peu en porte-à-faux, c'est ça? Parce que Ça a bloqué mon évolution. Ouais. Ouais. Ok. Comment tu l'as vécu ça? D'être projeté sur tu vois, sur une position qui est pas alignée en fait. Mhm. On va dire les choses, hein. Clairement, tu es complètement désaligné, donc ça crée de la dissonance. Comment tu l'as vécu? Parce que là, tu es dans l'effort, clairement, à ce moment-là, quoi. C'est compliqué. C'est Mhm. pour ça que ma santé mentale en a pâti. Et puis qu'à un moment, il a fallu prendre une décision. Ouais. Et là, c'était un premier petit pas vers l'entrepreneuriat, puisque j'ai créé ma première société, qui était de consultance en zéro déchet. C'était au moment de la vague Bea Johnson, où elle avait sorti son livre Ma vie en zéro déchet, où je sais plus, elle faisait pas mal de TEDx, etc. Oui, où il y avait quasiment pas de poubelle. Voilà, c'est ça. Clairement, si on fait le raccourci un peu. C'est ça. J'ai adopté d'ailleurs ce mode de vie un peu radical. Et donc j'allais dans des grosses entreprises au Luxembourg faire des conférences et des petits ateliers pour apprendre aux gens le mode de vie zéro déchet. Je t'embête un peu. Vas-y. Parce que j'ai vu que hop, tu nous as gentiment passé la période là où tu fais la bascule. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, il y a un vrai sujet. Alors, tu sais, souvent, parce que au moment où ta santé mentale est en jeu, on est en quelle année? 2017. 2017. Mais c'est pas considéré, ça, encore. Je trouve qu'aujourd'hui, la santé mentale est un vrai sujet. On est en 2026. En 2017, on n'y est pas du tout. 2017, on est en train d'essorer des gens, on est en train de pressuriser, etc. C'est un vrai sujet et les retours d'expérience, ils sont hyper importants. Comment tu as trouvé le courage de sortir de là, d'avoir le recul, de dire « Ok, là, je suis en train de ronger ma paix intérieure, il faut absolument que je sorte de ce système qui devait être confortable, parce que certainement que tu avais une rémunération adaptée à ton poste, etc. » Donc, il y en a plein qui sont dans cette eau tiède. C'est un peu dur de dire ça, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on est entre c'est confortable, mais c'est pas encore suffisamment douloureux pour sortir. Tu peux nous évoquer ce passage-là? En fait, très tôt, quand j'ai démarré ma carrière au Luxembourg, il y avait un manque de sens pour moi. Et j'ai tout de suite vu que j'étais dans une sorte de prison dorée, parce que comme tu le disais, ça a l'air très confortable. À côté de ça, une vie qui n'a pas de sens. Mais le salaire, tu peux pas le nier, et surtout quand tu es quand même au début de ta vie, de ta carrière, etc. Donc tu te dis, c'est quand même important. Et donc c'est pour ça que ça a duré 10 ans, en fait, avant que je fasse le pas. Mais je l'ai pas vraiment fait, en fait. C'est mon corps qui l'a fait. J'étais quand même en maladie pendant 6 mois. Et il faut savoir qu'au Luxembourg, au bout de 6 mois de maladie, ton employeur peut te licencier comme ça. Donc, oui, c'est pas le système qu'en voilà. France. Donc j'ai reçu une petite lettre gentiment. Et oui, t'as dit au revoir. Voilà. Donc c'est pas vraiment moi qui ai pris la décision. Exactement. Au revoir, quoi. Ouais. Et t'es déjà maman à ce moment-là? Oui. Comment ça se passe en famille? Je suis maman solo à ce moment-là, séparée des papas de mes enfants. Mais ça va parce que les indemnités de maladie sont égales à mon salaire. En fait, pendant 6 mois, ça me donne le temps de créer ma boîte, en fait. Mais tu as réussi à préserver la relation avec tes enfants malgré la fatigue, malgré le stress, malgré, tu vois, cette espèce de lourdeur-là, parce que c'est pareil, il y en a plein qui nous regardent sûrement, qui peut-être sont même dans cette phase-là, et qui ont aussi des enfants, parce que c'est jamais facile d'absorber ça au quotidien professionnellement et de rentrer à la maison et entre guillemets d'avoir la carapace ou la force de faire comme si tout allait bien. Enfin, ça aussi, c'est quand même une période un peu compliquée, quoi. Oui, mais j'étais tellement heureuse de les voir et du temps que je passais avec eux, en fait, ça compensait. C'était comme si tout le reste, je l'oubliais, quoi. Comme on dit souvent que on ne doit pas apporter ses problèmes personnels au travail, mais là, j'apportais pas mes problèmes professionnels dans la famille, quoi. Ouais, en fait, ils t'ont presque nourri, ressourcé, Exactement. permis de tenir, quoi. Ouais, ok, ça a été un moteur même. Ok, on les salue, hein, parce qu'ils pourraient être fiers. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et tu choisis l'entrepreneuriat, tu nous as parlé de liberté, très souvent. Là, c'est revenu plusieurs fois, de reconnaissance aussi. Est-ce que ça a été les motifs pour toi de faire le pas? Oui, c'était la liberté de choisir ce que je voulais faire, mais aussi par rapport à mes enfants, une liberté de gestion du temps. En fait, que j'avais pas quand j'étais salariée. Ok. Et au niveau de la reconnaissance, est-ce que tu as eu ce réflexe de se dire, tiens, je vais être valorisé à la hauteur de mon travail, à la hauteur de mon implication, donc j'enlève cette espèce de plafond qu'on pourrait me mettre? Non, pas forcément, mais du coup, il n'y avait plus que la relation entre moi et le client qui importait. Et il n'y avait plus cette
cette pression en termes d'objectifs et Ouais, d'évaluation. en fait. Exactement. Cette espèce de théâtre commercial où finalement on sait répondre aux objections, mais on sait que derrière c'est peut-être pas sain ou positif pour le client. Enfin, c'est ce truc-là. Ouais. Ok, d'accord. Et du coup, comment ça se passe alors? Parce que tu nous as dit conférence, tout ça, ça s'enchaîne. Puis comme tu t'étais quand même sur une vague qui monte, quoi, parce que c'est vrai que ça a quand même été. Bah après, sans surprise, Covid, et donc plus Oui. de possibilité de se déplacer dans les entreprises. Et donc pour animer des petits ateliers où tu fabriques tes pastilles pour le lave-vaisselle, si tu peux pas y aller, c'est compliqué. Ouais. Faire en vidéo, un tuto, c'est quand même un peu moins chouette. Et ça coïncide avec mon déménagement ici, donc j'ai juste tout arrêté. C'est le Covid qui a décidé de tirer au soleil, c'est ça? Non, j'ai rencontré quelqu'un et... Il n'y avait pas que le soleil, il y avait pas... il y avait 2 soleils. C'est ça. Donc, ouais. Ouais, donc du coup, comment tu l'as vécu, toi, ce Covid? Parce que je pose souvent la question, parce que avec toutes les personnes qui sont passées au studio ici, souvent le Covid, c'est quand même une période charnière, où il se passe quelque chose, il y a un mouvement derrière, il y a un changement de perception, il y a plein de choses. Comment tu l'as vécu, toi, cette période-là? Ça a renforcé mon chemin entrepreneurial, je pense. Et je l'ai super bien vécu. J'étais à la maison avec mes enfants, j'avais des indemnités. Oui. Et on n'était pas... En vivant à la campagne, on avait moins de restrictions. Donc, puis en Belgique, c'est pas tout à fait la même chose que la France, donc on pouvait aller se balader. Oui, non, t'étais pas enfermé. Pas du tout. Ton séjour, chambre, salle de bain, séjour, chambre, salle de bain, comme certains ont fait là, et qui l'ont très mal vécu d'ailleurs. Donc toi, non. Campagne, non, ouais, voilà. Enfants, t'es en famille. Exactement. Mais il y a quand même cette décision de partir. Oui, parce que j'ai rencontré quelqu'un, donc oui, décision de partir, sachant qu'on avait signé le compromis pour acheter une maison en février 2020. Ah oui, toi, Et en mars, on nous annonce... C'est ça, exactement. Déménagement en août. Okay. Et... Ouais, t'as pris la petite fenêtre qui restait pour déménager. Ok, d'accord, super. Donc, en fait, tu fais la deuxième phase Covid ici. Ici, voilà. Ok, d'accord. Et ça a été problématique un petit peu pour justement cette activité de bien-être, parce que j'avais pas de réseau. Ouais. Et en plus, on était confinés, difficile de sortir, plein de restrictions, donc difficile de développer une activité. Ok. Et sortie Covid, qu'est-ce qui se passe ? Ça reste un petit peu la même chose. Alors, j'ai développé une autre activité entre-temps, parce que je suis un peu multi... Alors, je sais pas si c'est multi-activité ou si tu as le réflexe de multiplier les sources de revenus. C'est quoi le... Oui, c'est sans doute ça, oui, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et d'essayer de créer de plus en plus de revenus passifs pour avoir de plus en plus de temps pour moi, en fait. Donc oui. Et donc là, je crée une société, une sorte d'intermédiaire entre des secrétaires externalisés et des entrepreneurs, si tu veux. Ouais. Et justement, pour lever certaines barrières qu'il puisse y avoir entre les prestataires et l'entrepreneur. C'est le retour qui m'a été fait beaucoup par les filles qui travaillaient avec moi. C'est que comme c'était moi qui gérais tout le côté financier et administratif, elles avaient juste à faire leur boulot, leur délivrable. Et s'il y avait une tension, c'est à moi qu'elles la faisaient remonter. Je faisais un peu le tampon. Et ça, c'était hyper confortable pour elles. Ouais. Donc, oui, tu étais là en soutien, presque soulagé, en fait. Ouais, c'est ça. Partie qui est technique et qui n'est pas à la portée de tout le monde. Hein. On n'a pas tous les mêmes capacités ou les mêmes compétences. En tout cas, ce n'est même plus capacités, mais c'est compétences. Ok, d'accord. Ça dure combien de temps, cette phase ? Ça, j'ai dû faire à partir de 2023, ouais, jusqu'à 2025. Ok. Et donc après, tu reviens à tes premiers amours. C'est ça. C'est ça. Exactement. La fiscalité. Donc oui, là, pour le coup, tu as des études, donc tu as le diplôme, tu as l'expérience fiscale qui est quand même énorme, hein, pour le coup, parce qu'il n'y a pas beaucoup... Moi, j'aime bien dire des vérités. On n'a pas beaucoup, ou ça existe quasiment pas, des conseillers de gestion patrimoniale qui ont ce bagage-là. T'es quand même assez atypique sur le bagage que tu as, sur les compétences que tu as, qui sont quand même des compétences assez hautes par rapport à ce qu'on pourrait croiser habituellement. Hein. C'est pas, sans être péjoratif avec des confrères, hein. Pas du tout. Hein. Et du coup, donc, tu reprends, en fait. C'est même pas une prise d'activité, tu reprends, en fait, le conseil en gestion de patrimoine. Oui, c'est pas vraiment tout à fait ce que je faisais avant. Donc, je dois quand même suivre une formation
pour après être habilité à l'ORIAS, etc., avoir des qualifications suffisantes. Mais oui, comme tu le disais, l'expérience que j'ai eue avant, toute cette ouverture à un environnement fiscal international, forcément j'ai des réflexes qui sont là tout de suite. Et aussi, j'aime beaucoup travailler avec les chefs d'entreprise et j'ai toujours eu cette structure, l'actionnariat, la holding, tout ça, pour moi, c'est un jeu d'enfant. Donc, c'est classique, exactement. C'est quelque chose qui pourrait sembler un peu hors du commun dans le département. En fait, pour toi, c'est presque le niveau classique. Exactement. Du coup, comment, justement, par rapport à tes compétences, ton niveau, aujourd'hui, le client idéal, pour toi, il ressemble à quoi? C'est compliqué à dire, il n'y a pas vraiment de client idéal, mais j'affectionne particulièrement le chef d'entreprise et l'équilibre entre le patrimoine pro et perso. C'est quelque chose qui est parfois difficile pour le chef d'entreprise pour qui l'entreprise c'est son bébé, il veut absolument la préserver au maximum et parfois à son détriment. Au détriment du patrimoine personnel. Voilà, au détriment de la famille parfois, au détriment de planifier sa retraite. Et tout ça, c'est une globalité qu'il faut prendre en compte. Et oui, j'adore ça. Et plus le dossier est complexe, plus j'adore. Et oui, bah oui, tu m'étonnes. C'est quoi, c'est un Rubik's Cube pour toi? C'est ça. Donc du coup, si je synthétise un peu, ta cible idéale, ça serait le dirigeant qui a une entreprise qui fonctionne, mais qui a absolument pas le temps d'établir de la stratégie, de préparer sa retraite, d'épargner en perso, peut-être même d'optimiser aussi sur l'entreprise, parce qu'on peut faire du patrimoine professionnel. Exactement. Et peut-être même de transmettre, parce que c'est au cœur de ton activité, ça, de préparer une transmission. Oui, tout à fait. Ce qui est quand même un sujet qui est souvent passé un peu aux oubliettes, alors que c'est quand même fondamental, quoi. Exactement. Et par rapport à la Belgique, le Luxembourg, la France, tu as vu des notions différentes ou c'est quand même globalement à peu près les mêmes fonctionnements? On va dire globalement, mais très globalement. Ouais. Et forcément, parce que tu es quand même dans l'Union européenne, donc oui, il y a une espèce d'harmonie. Exactement. Ouais. Mais c'est pas forcément pour tout le monde pareil, quoi. Non. C'est ça? Il y a quand même quelques différences. Ok. Tu as des anecdotes un peu ou quoi? Sur des clients ou pas sans révéler quelque chose de confidentiel, mais non, parce que comme tu sais, je viens de débuter mon activité, donc j'ai pas encore beaucoup de situations auxquelles j'ai été confrontée. Mais en général, quand on fait prendre conscience aux clients du montant des droits de succession à l'instant T, de la manière dont ils sont organisés aujourd'hui, les réactions sont assez drôles. Ah ouais, tu m'étonnes. Parce qu'en fait, personne n'anticipe ça. Enfin, au-delà de ça, c'est que même sans l'anticiper, c'est qu'on n'a même pas les compétences en fait pour l'anticiper. Enfin, il y a pas de, à part aller voir un conseiller, on peut pas faire grand-chose. Exactement. Et puis d'ailleurs, enfin, tu me diras si je me trompe, mais chaque transmission, c'est un cas concret. Enfin, c'est un cas unique, quoi. Il y a pas de prêt-à-porter. Ah non, c'est tout. Mais c'est ça aussi qui est passionnant dans la gestion de patrimoine, c'est que c'est du sur-mesure tout le temps en fait. Il y a pas j'ai pas une baguette magique qui va résoudre tous les problèmes de tout le monde d'une certaine manière. En fait, c'est toujours bien analyser le dossier selon différents axes, selon les objectifs du client. Et c'est tout ça, oui, toutes ces petites choses qui s'imbriquent, qui vont permettre d'arriver à une solution qui soit satisfaisante, quoi. Et aujourd'hui, donc tu as cette activité, conseillère gestion de patrimoine, et les enfants, comment ça se passe? Au moins aujourd'hui, ils comprennent ce que je fais, parce qu'avant, ils comprenaient jamais. Ils me disaient toujours, mais maman, qu'est-ce que tu fais? Alors, je suis entrepreneur. Mais c'est quoi être entrepreneur? Oui, c'est vrai que c'est pas évident. Et donc maintenant, quand je dis conseillère en gestion de patrimoine, ils savent, ah oui, tu t'occupes de l'argent des gens, ok, d'accord. Ah oui, ils ont visité tes bureaux. C'est ça. Donc, du coup, peut-être que ça rend le truc concret aussi. Moi, je me rends compte que finalement, d'avoir des bureaux, c'est quand même rassurant auprès des clients, parce qu'ils se disent, tiens, elle va pas s'envoler demain. Parce qu'on a quand même beaucoup de gens qui travaillent à la maison. Bon, si demain ils sont plus là, ils sont plus là, quoi. On ne sait pas où les retrouver, etc. Donc toi, tu l'as ressenti, ça, d'avoir... Oui, d'autant plus qu'un conseiller en gestion de patrimoine, c'est quand même quelqu'un qui a vocation à accompagner sur le long terme, qui n'est pas là pour un an ou deux. Donc oui, c'est sûr que c'est rassurant de savoir que la personne a une certaine stabilité, et d'autant plus que moi je travaille avec un partenaire qui est aussi très stable, une certaine solidité, puisqu'on a presque 200 ans d'existence, donc oui. Oui, tu t'es entouré des meilleurs. Exactement. Ce qui paraît logique. Est-ce que tu me dis si vrai ou pas vrai,
On entend souvent, quand on regarde sur le web, oui, mais un conseiller de gestion de patrimoine, c'est comme un médecin de famille. Il en faut un, il faut le garder sur le long terme parce que du coup, au fil de l'eau, il connaît l'ampleur de la situation, il voit toutes les évolutions. Comme tu disais, il peut refaire des réglages au fur et à mesure. C'est ça ton métier aujourd'hui? Oui. Ouais. C'est marrant que tu prennes cette analogie parce que c'est comme ça souvent que je me présente. Okay. C'est comme le médecin de famille du patrimoine, donc quelqu'un qui va être vraiment très présent, très proche, comme un médecin de famille, donc qui va tout connaître de la famille, bien sûr avec toute la discrétion qui va avec, mais qui va vraiment connaître les moindres détails pour pouvoir agir de la manière la plus précise possible en fait. Donc un médecin de famille mais avec une précision chirurgicale en fait. Ok, donc toi en fait tu es un peu en coulisses en train d'optimiser l'épargne, d'optimiser la retraite, d'optimiser la transmission quoi. Si je dois faire un peu Oui, c'est ça. Très bon résumé. Ouais, ok, la synthèse on va dire. Voilà. Ok, bien. Et tu as une expérience anglo-saxonne, on l'a dit tout à l'heure, et tu connais l'attrait qu'ont les anglo-saxons pour s'entourer, que ce soit de consultants, de coachs, d'experts, etc. Et on voit qu'il y a un vrai décalage en France. En France, on n'a pas le réflexe d'aller s'entourer d'experts pour certainement gagner de l'argent au final. Parce qu'on peut en paumer énormément sans être conseillé. Tu peux nous donner ton retour là-dessus? Déjà, je peux te donner mon retour personnel. C'est que moi, ça fait plus de 10 ans que j'ai un coach tout le temps. Parce que c'est important pour avancer. Quand tu dis coach, parce que ça peut être coach sportif, coach... Non, coach business. Business coach, ok. Ouais. Ou dev perso, mais quelqu'un qui va me faire avancer, qui va me faire voir mes coins d'ombre, tu vois, et comment atteindre le prochain palier, etc. Exactement. Voilà. Donc déjà, il y a ça. Et puis au niveau pro, moi, mon expertise, c'est la gestion de patrimoine. C'est pas le notariat, c'est pas l'expertise comptable, c'est pas tout ce qui est le juridique. Exactement. Donc, j'ai besoin d'avoir tous ces partenaires, comme tu disais autour, de vraiment travailler en interprofessionnalité pour pouvoir offrir à mes clients le meilleur partout, quoi. Puisque chacun a son expertise. Et si on se met tous autour de la table, forcément, on va trouver la meilleure solution. Ouais, t'as un peu ce rôle de chef d'orchestre entre des partenaires qui ont des spécificités ou des spécialités d'ailleurs différentes, le notaire, l'expert comptable, qui des fois d'ailleurs se chamaillent, ils sont pas d'accord. Je fais l'arbitre. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est intéressant parce que on peut se retrouver dans une situation où avoir un expert comptable qui nous dit une chose, puis un notaire qui nous dit une autre, parce que chacun a sa vision de la construction, etc. Et puis on se retrouve un peu perdu, quoi. Et des fois même, c'est en décalage avec une stratégie qui aurait pu être globale. Donc toi, ce que tu proposes en tout cas, c'est une espèce d'overview, puis tu fais la chef d'orchestre pour... c'est ça, hein? Exactement. Et comme tu disais tout à l'heure, pour un chef d'entreprise, vraiment, ça va lui libérer de la charge mentale parce que justement, c'est moi qui vais gérer tout ça. Bien sûr, il est tenu au courant, c'est tout par rapport à ses objectifs, mais il doit pas... c'est pas nécessaire pour lui d'être là à toutes les réunions. Et au moins, il sait que le sujet est traité, en fait. Et que lui, il peut se consacrer vraiment à son activité, à d'autres problématiques, et pas à ça. Ok. Petite question qui fâche, mais pas à peine un peu, mais parce qu'au final, on se rend compte de la valeur ajoutée de ce que tu peux apporter au sein d'une situation qui est globale. Et en fait, comme tu disais, tu apportes de la tranquillité d'esprit, hein, à un dirigeant très occupé à produire, à faire réussir son business, à assurer pour la famille, etc. Légitimement, on pourrait se dire ça coûte cher, un conseiller en gestion de patrimoine, ou ça va? Alors après, ça dépend de la manière dont chacun travaille. Ma manière de fonctionner, c'est que je ne prends pas d'honoraires, en fait. Je vais être rémunérée par le partenaire avec qui j'ai décidé de travailler. Et quand mes clients souscrivent à un produit, c'est le partenaire qui me rémunère. Mais le client, lui, il ne me paye jamais. Et du coup, tu as quand même une architecture ouverte, en fait. Ça te permet de choisir le meilleur des partenaires, c'est ça? J'ai un partenaire avec lequel je travaille, mais qui lui-même travaille en architecture ouverte. Donc, on a accès à beaucoup de fonds et de produits qui sont extrêmement haut de gamme et diversifiés de manière à ce que les clients trouvent ce qui leur convient. Que ce soit en termes d'appétence au risque, en termes de thématiques. Voilà. Ok. Je suis jeune dirigeant, j'ai 20 ans, je me lance, je peux venir te voir? Tout à fait, c'est le bon moment pour préparer ta retraite. Ok.
Donc, Mais oui, j'ai parce qu'on presque dit... 20 ans, ça se voit. Hors taxe. hors taxe. Non, mais très sérieusement, Oui. c'est important parce que plus on commence à préparer sa retraite tôt, Oui. moins l'effort d'épargne va être important. Oui. Puisque tu vas vraiment valoriser le temps. Ok, oui, en fait, ça se fait de cumuler, quoi. Exactement. Ok. D'ailleurs, je vais organiser des petits after-work retraite Ok. autour d'un petit apéro, justement, pour sensibiliser les C'est jeunes. pas pour les retraités. Hein. Non, c'est pour les jeunes. C'est pour préparer la retraite. Pour préparer la retraite, ouais. De manière à justement sensibiliser les jeunes à agir très tôt, Ouais. Dès qu'ils le peuvent, en fait. Moi, je trouve ça super parce que, alors ça, c'est très personnel, ce que je te livre, mais moi, je suis toujours parti du principe que j'aurais pas de retraite de l'État. Bien sûr. Qu'on a un système par répartition, etc. Ton avis là-dessus? Parce que tu vois, tu veux t'adresser aux jeunes pour leur dire préparez votre retraite. Est-ce que tu es aligné là-dessus ou Ah, mais je suis totalement alignée avec ce que tu dis, oui. Si on regarde le nombre de cotisants par rapport aux retraités, il ne fait que décroître et il y aura bientôt plus suffisamment de cotisants par rapport aux retraités. Et tu as tout à fait raison, il ne faut pas compter sur la retraite par répartition, il faut se créer sa propre retraite. il faut se construire son patrimoine pour dégager du revenu passif qui sera en fait la retraite. Bien sûr. C'est ça. Et donc on a quand même un système qui est un peu à bout de souffle, quoi. Parce qu'on le voit passer à la télé, caisse de retraite, c'est toujours un sujet, ça. Donc, préparez votre retraite. Il faut appeler Karine, voilà, tout simplement. Hein. et par rapport à ton partenaire qui a beaucoup d'entrées dans des maisons prestigieuses, etc., est-ce que tu es une facilitatrice d'entrer dans des maisons prestigieuses? C'est-à-dire que moi, je vais taper à la porte de la maison, on va me dire « Monsieur, vous n'avez pas assez », entre guillemets, sur le compte. Mais est-ce que grâce à toi, je peux accéder à ces maisons? T'as ce rôle-là aussi ou Indirectement, en fait, parce que toi, tu vas être mon client, je vais être ton point de référence. Et à partir de là, moi, je vais construire une architecture qui convient à ce que toi, tu souhaites de faire. Et bien sûr, comme j'ai ce partenaire et qu'il y a de nombreux clients, ça nous donne accès à des projets auxquels tu n'aurais pas accès en tant que particulier. Du coup, en fait, ton partenaire a quand même un volume et puis ça lui permet d'accéder à des... Oui, donc du coup, c'est ça. Donc, à partir de combien par mois on peut venir te voir? Je ne sais pas, un jeune de 20 ans qui vient de monter sa boîte et tout, peut-être qu'il a que 50 € par mois à mettre pour préparer sa retraite, tu vois, ou peut-être qu'il a que 100 €, entre guillemets, ce qui est déjà peut-être énorme. Qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi les points de référence? Il n'y en a pas vraiment. C'est un peu voir par rapport à chacun, en fait, parce que l'idée, c'est vraiment d'avoir ce devoir de conseil et de ne pas dire à quelqu'un il faut à tout prix que tu fasses ça. Ça dépend vraiment de la situation particulière de chacun et de ses objectifs et de l'épargne qu'il a à côté, de l'épargne qu'il n'a pas encore, des disponibilités, de ses besoins, de ses projets, etc. C'est vraiment au cas par cas. Donc 50 € par mois, on peut venir te voir déjà? On peut. Voilà. On peut y réfléchir. Ouais, voilà. Donc, c'est pour savoir un peu le ticket d'entrée, tu vois, pour venir te voir. Et donc, tu vas conseiller pour deux placements, le placement immobilier et le placement financier, en fait. Tu es sur ces deux piliers? Non, on ne fait pas d'immobilier. Si mes clients souhaitent faire de l'immobilier, j'ai des partenaires qui vont pouvoir les conseiller, mais... On a des dispositifs immobiliers, mais très particuliers, et là, pour lesquels le ticket d'entrée est très élevé. Ok, mais tu as quand même cette branche-là. Ok, super. Question qu'on peut se poser. Est-ce qu'un conseiller en gestion de patrimoine s'oriente sur de la crypto-monnaie? Parce que tu sais, on le voit partout, le bitcoin. Qu'est-ce que tu as, toi, comme retour là-dessus? Ou est-ce que c'est trop prématuré? Est-ce que, je sais pas, moi... Moi, ce que je conseille toujours à mes clients, c'est s'ils veulent faire des placements risqués, ils peuvent le faire, mais c'est eux qui s'en occupent, c'est pas moi. Et ils le font sur une partie assez réduite de leur patrimoine, parce que l'idée d'avoir un patrimoine, c'est de le valoriser et qu'il soit toujours là à l'arrivée. Or, oui, ça fait pas le casino, quoi. Voilà, exactement. Donc, si tu t'engages dans une voie un peu plus, on va dire, risquée, plus volatile, comme ça, il faut que ce soit sur une partie que tu es prêt à perdre au départ. Oui, donc là, c'est plus un petit coup de poker. Voilà, c'est ça. Sur une petite enveloppe qu'on accepterait de perdre sans sourciller, entre guillemets. Exactement. C'est jamais agréable de perdre des euros durement gagnés, on le sait. Ok, très intéressant. Et donc, je suis dirigeant. Cette fois, j'ai 30, 40 ans. Là, je suis en plein boom. Ma boîte est en train de décoller. Par contre, j'ai pas le temps.
j'ai même pas le temps de remplir mes impôts, par exemple. Là, carrément, je peux venir te voir. Est-ce que d'ailleurs, justement, par rapport à ça, toi qui es fiscaliste en plus, moi je trouve que aujourd'hui faire une déclaration d'impôt, c'est une usine à gaz, quoi. C'est compliqué. Donc on peut venir te solliciter aussi pour ça? Ça, on fait pas. Mais je peux recommander à mes clients un expert comptable qui va s'en occuper ou un avocat fiscaliste qui va pouvoir faire ça très bien. Toujours un partenaire qui va pouvoir... Mais tu vas pas te prétendre expert comptable fiscaliste, etc. Tu restes dans ton couloir. Je dis ça parce qu'il y en a beaucoup qui sur ton domaine, c'est un peu leur passeport d'entrée pour rentrer chez des clients, etc. Donc toi, vous avez cette humilité-là, ton équipe et toi, de rester sur votre domaine, en fait. Je préfère déléguer à quelqu'un dont c'est l'expertise, garder quand même un œil dessus, puisque je reste à accompagner mon client. Bien sûr. Je ne le largue pas. Mais oui, je reconnais que ce n'est pas mon domaine de prédilection, et donc je reste à ma place, en fait. Je pense que le meilleur moyen de fonctionner et que chacun puisse donner le meilleur de lui-même, c'est de rester à sa place et dans son domaine d'expertise. En fait, toi, tu es plus dans la construction d'une équipe que dans quelqu'un qui sait tout faire, entre guillemets, où on connaît... Je sais tout faire pour ce qui concerne la gestion de patrimoine, mais pas la comptabilité, le juridique, etc. Non, mais c'est bien parce que... Mais par contre, encore une fois, de par mon expérience professionnelle, je comprends tout. Donc, c'est facile, en fait. Tu as un large spectre de compréhension, mais tu vas rester quand même sur ton couloir, sur ton domaine à toi. Ok, super. Et cette fois, j'ai 60 ans, je suis dirigeant d'entreprise, ça y est, j'ai réussi, etc. Sauf que je ne sais absolument pas comment je vais passer la suite, etc. Donc là, pareil. Là, je viens te voir, exactement. Je te conseille. Et surtout, ce qu'on conseille, c'est d'anticiper, donc au moins 2 ans avant la date qu'on s'est fixée pour céder l'entreprise. Comme ça, on peut vraiment mettre en place tout ce qu'il y a besoin de mettre en place pour que ça se fasse de la manière la plus fluide et la plus facile possible pour le cédant. Là, c'est pareil, tu as des partenaires pour vendre le fonds de commerce, par exemple, pour tout ça, quoi. Oui, tout à fait. Donc tu es vraiment quand même le point d'entrée sur beaucoup de spécialistes derrière. Tu es comme un prescripteur, quoi. Enfin, comme le médecin qui fait l'ordonnance, quoi. Et qui envoie chez le dermatologue. C'est ça. Oui, un petit peu. C'est un peu le médecin, entre guillemets, généraliste qui envoie chez les spécialistes et qui fait l'ordonnance, quoi. C'est un peu ce rôle-là que tu as. Mais tout en gardant toujours la main. Pour que le client, lui, il ait au moins un seul interlocuteur. Éventuellement, on peut appeler le spécialiste s'il a besoin de voir le client en direct. Mais sinon, oui, son interlocuteur principal, ça reste moi. Oui. Ok. Et si on revient sur Karine, c'est quoi tes projets, tes ambitions pour les 5-10 ans à venir? Comment tu te projettes? C'est développer mon activité au maximum, servir de plus en plus de gens parce que, comme on le disait tout à l'heure, le sujet de la retraite, c'est vraiment un sujet qui est crucial. Et je vois encore trop de personnes qui ne sont pas préparées, quoi. Qui se rendent compte à 50 ans, j'ai 10 000 balles de côté, ça va être compliqué. Il y a une espèce d'inconscience par rapport à ça. Oui, une inconscience où se dire toujours, au final, ça va aller. Tu vois, sauf que... Le temps passe. Le temps passe, oui, c'est ça. À 20 ans, tu peux te dire que ça va aller, mais... voilà, donc continuer à développer mon activité. Continuer à développer ton activité. Ok, parfait. Est-ce que tu aurais un mot de la fin, une citation ou quelque chose que tu as envie de partager qui te tient à cœur? Je dirais que c'est important d'anticiper tout, parce que anticiper les problèmes, c'est plus facile que les résoudre après. Oui, ça, c'est bien dit, ça. C'est assez bateau, mais c'est pas bateau quand même. C'est très important, parce que souvent, on a tendance d'attendre de voir le mur ici, alors qu'on aurait pu le contourner depuis longtemps, si on a anticipé. Donc, j'imagine que ça, c'est quelque chose que tu peux voir, notamment dans ton activité, quoi. Donc, mais il y a quand même des solutions, même si on arrive tard. Il y a toujours des solutions, bien sûr. Donc ça, c'est important quand même de le rappeler. Bien. Merci beaucoup. Merci à toi. Pour ce moment partagé. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis évidemment, si vous avez besoin de conseils, évidemment en gestion de patrimoine, dirigeant ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a quand même une cible assez large, n'hésitez pas à contacter Karine Dieudonné.
À Perpignan. Où est-ce qu'on peut te suivre? Réseaux sociaux, site internet Instagram sous Ouais. Imagine Patrimoine. Imagine Patrimoine, Instagram, ok. Et mon LinkedIn aussi. Et ton LinkedIn. Ok, donc maintenant vous savez où trouver Karine Dieudonné. On compte sur vous pour aller mettre un like et la suivre sur les réseaux sociaux. Et puis on vous dit à très bientôt pour la prochaine émission Média Donuts. Prenez soin de vous, bye bye.